Un obus dans l'œil de la Lune. Une drôle d'idée, pourtant devenue un symbole de la conquête de l'espace dans le monde entier. Plus d'un siècle après le tournage du Voyage dans la Lune, cette image continue de fasciner. Mais qui connaît réellement ce film ? Je vais vous faire découvrir la face cachée de cette œuvre pas comme les autres, probablement le départ de la grande histoire du cinéma. Le Voyage dans la Lune est un film de science-fiction en noir et blanc français, écrit, produit et réalisé par Georges Méliès. La Lune, si lointaine, semble plus accessible depuis quelque temps. En 1865, Jules Verne publie De la Terre à la Lune, suivi de Autour de la Lune, deux voyages extraordinaires remplis de gravures faisant rêver la société mondaine. Plus tard, dans le roman d'Herbert George Wells, Les premiers hommes dans la Lune, les astronautes font connaissance avec les Sélénites, habitants de la Lune. Méliès avait déjà rêvé de la Lune dans un de ses premiers films, La Lune à 1 mètre. Le Voyage dans la Lune est bien plus ambitieux. C'est une pièce en grand spectacle à 30 tableaux qui demandera 3 mois de travail. Féerie baroque au registre burlesque, ce film de 14 minutes marque le tournant dans l'histoire du cinéma. Son succès triomphal, aussi bien en France qu'aux États-Unis, consacra en effet dès 1902 la préférence du public de cinéma pour la fiction par rapport aux vues photographiques animées des frères Lumière. Au début du XXe siècle, entre l'apparition de la voiture, de la radio et du téléphone, naît le cinéma. Une curiosité découvrable dans les fêtes foraines, au même titre que La femme à barbe ou que Les rayons X. Ces films d'une époque en développement et en plein progrès représentent une minute de la vie mondaine. Alors que des espaces terrestres restent à conquérir, les hommes se questionnent sur l'univers en dehors de la planète bleue, ainsi qu'à la possible existence d'une autre forme de vie, comme celle que l'on découvre peu en peu en défrichant des territoires inconnus. C'est en 1232 qu'une véritable fusée a été utilisée pour la première fois. Lors de la bataille de Kaekeng, les Chinois ont repoussé les Mongols grâce à des fusées appelées flèches de feu. Pionnier de l'astronautique russe, Konstantin Tsiolkovsky est le premier à évoquer le concept de la colonisation de l'espace dans son ouvrage de 1903, La fusée dans l'espace cosmique, où il décrit l'utilisation de l'énergie solaire, de la gravité et l'utilisation d'une serre pour créer un écosystème. Selon lui, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Ses dessins représentent des fusées habitables en forme d'obus, capables de parcourir de longues distances en peu de temps. Un rêve qui, aujourd'hui, n'est pas encore accessible. Georges Méliès est né en 1861 et mort en 1938 à Paris. Il est réalisateur de films français. On estime qu'en 17 ans, il aurait réalisé près de 600 courts-métrages de 1 à 40 minutes, en privilégiant 3 genres, la féerie, la science-fiction et la reconstitution historique. Présent lors d'une représentation des Frères Lumière en 1895, Georges Méliès, fils d'un riche fabricant de chaussures, se tourne vers le monde du spectacle et du cinéma. Initié à la magie, il achète un théâtre à Paris et s'y fait reconnaître comme un homme à l'imagination sans limite. Méliès comprend rapidement les avantages du cinéma et se lance dans des productions proches des Lumières avant de tourner des œuvres plus originales. Un jour, en filmant une rue fréquentée de Paris, son appareil se bloque, puis le décor change. C'est le premier trucage cinématographique. Il utilise alors ce principe dans ses nombreux films, comme Une partie de cartes de 1896, un film assez impersonnel, L'affaire Dreyfus de 1899, un film historique qui montre son engagement dans la politique de l'époque, Le Royaume des Fées de 1903, l'une de ses plus grandes œuvres, et 20 000 lieues sous les mers de 1907, inspiré d'une grande œuvre littéraire. Ces films dévoilent un aspect artistique, mais aussi scientifique et technique important grâce à l'apparition des premiers effets spéciaux. Il imagine le monde et le recrée à sa manière comique, fantastique et merveilleuse. Méliès pratique en particulier des effets de trompe-l'œil ou des surimpressions pour imprimer des images au-dessus d'autres. Il redécouvre l'arrêt de caméra. On arrête la caméra et on modifie plusieurs éléments de la scène. Son cinéma connaît un succès phénoménal grâce à l'empreinte que marque Méliès en réalisant, produisant, décorant ses films, qu'il tourne dans une immense verrière de 10 mètres sur 6 installée dans son jardin.
Il marque son œuvre par son soutien aux troupes et par la participation en tant qu'acteur, comme dans L'homme à la tête de caoutchouc de 1901, où il joue le principal et unique personnage. Ou dans Le voyage dans la lune, où il joue le professeur Barbenfouilly. Comprenons ensemble l'histoire de ce film. L'aventure commence dans un des locaux de l'Institut d'astronomie incohérente, où le professeur Barbenfouilly crée l'événement en faisant part à l'assemblée de son projet de voyage dans la Lune. Au cours du premier tableau, les scientifiques portent des chapeaux pointus et des robes étoilées qui évoquent les personnages de Nostradamus ou de Merlin l'Enchanteur. La science fait place à la fantaisie. Après une visite dans les ateliers, l'obus est chargé dans un gigantesque canon et le départ sur la Lune est imminent. Sur la rampe de lancement, des jeunes filles dansent et, en fanfare, allument la mèche du canon qui propulsera la fusée dans la Lune. Le lancement réussit. Les 6 spationautes découvrent l'environnement lunaire et assistent à un lever de terre. Méliès réussit à transporter les spectateurs à une autre époque grâce à une incroyable mise en scène. Pour raccourcir le temps, Méliès fait intervenir différents phénomènes. Une comète passe dans le ciel lunaire, puis la grande ourse s'illumine. Chaque étoile est ornée d'un visage féminin, souriant comme des anges. C'est une ébauche de découvertes, toutes plus extravagantes les unes que les autres, jusqu'à la terrible entrée des Sélénites, que les scientifiques combattent à coups de parapluie. Faits prisonniers, ils parviennent à s'échapper. L'un des poursuivants reste accroché au fuselage de l'obus qui retourne sur Terre. De retour, les savants sont accueillis en héros et exposent triomphalement leur capture. Ce film est le précurseur d'un voyage vers l'inconnu, de l'aventure Apollon qui n'aura pourtant lieu que plusieurs dizaines d'années plus tard. Imaginez la stupeur de tous ces Européens et Américains en découvrant ces merveilles autrefois inaccessibles, venues directement de l'imagination d'un génie. Malgré ce succès fulgurant, Méliès ne recevra qu'une petite partie des gains à cause des copies réalisées par Zubig et Edison. Séduit par les couleurs qui rendent ses productions irréelles, Méliès fait peindre ses films par des ouvrières de Paris. Ce travail fait perdre énormément de moyens à sa production, surtout lorsque ces techniques sont dévoilées dans le monde entier. Pendant plusieurs années, la Star Film, centre de production de Méliès, sort des œuvres célèbres et demandées dans le monde entier. Mais le public se lasse. Son cinéma s'éteint petit à petit car les gens demandent des choses réalistes, sérieuses, tandis que Méliès reste figé dans son monde théâtral. Le cinéma s'inspire du monde actuel, de la vie en société. La conquête de l'air fait reculer ses projets et la réalité devient plus forte que la fiction. Une nouvelle ère est en marche dont l'écran se fait le témoin. Ruiné, Méliès vend ses studios désormais inutiles. Le cinéma parlant apparaît dans les années 1920 et détruit littéralement le muet. À la mort de Méliès, disparaît une vision naïve mais ô combien poétique du monde. Aujourd'hui, seulement 200 films de Méliès sur 500 ont été découverts. Aucune copie en noir et blanc du voyage dans la Lune n'a été retrouvée intacte. Et il a fallu plusieurs dizaines d'années pour rassembler les extraits trouvés pour ressortir en 2010 le voyage dans la Lune.